coffret, non? Attends, je sors une couverture de mon Gunna, tiens. Merci, ça. Ah, attendez, j'allume un feu. Allez, chers auditeurs et auditrices, venez vous asseoir avec nous près de ce feu de camp virtuel, autour duquel on appuie sur des boutons de commande interne. Allez, compagnons Zéphiria les grands poils. Aïe. Bienvenue dans ce 40e épisode de la 19e Palabre. Après un petit mois de pause, on commence aujourd'hui le 6e tome, 6 sur 7, enfin 8, sauf 8 si on compte la clé des vents, mais quand même, 6e tome de La Tour Sombre. Ouais. Le chant de Susanna. On va lire les 4 premiers couplets et ça va passer vite. On va le rusher un peu ce tome parce que selon les plans qu'on a établis, il y aura peut-être des petits changements cet été. On devrait le terminer en octobre. Donc on va le faire en 5 épisodes. On va tracer. Et en même temps, là on a lu 4 couplets. Moi je crois que ça correspond à genre 20% sur mon appli et c'est pas, il y a pas 1 milliard de choses à dire. Ouais. Donc ça devrait aller vite. Je m'attendais à plus déjà, mais effectivement, ouais, ça fait 20%, c'est à peu près ça, je pense. Mais... On est sur un démarrage un peu, on va dire, dans l'action, il faut que ça avance, ça se compliquera, je pense, un tout petit peu par la suite, mais là, sur ce début, effectivement. Ouais. Oui, c'est vraiment que de l'action. On va revenir sur les commentaires qu'on a eus sur les derniers épisodes. J'avais fait un call-out pour Dead Hunter sur une histoire d'erreur d'édition de Salem et que c'est pour ça que Kelvin Tower aurait cette édition-là parce qu'il a que des éditions rares, donc celle où il y a des erreurs. Déjà, il dit qu'il va se renseigner si quelqu'un peut vérifier si Callahan apparaît à la page 119. Et il dit qu'en effet, que sur les 2 premiers tirages de la première édition US, il y a une erreur d'impression sur la jaquette. Au lieu de Phaser Callahan, c'est écrit Phaser Cody. Et donc c'est vraiment King a réutilisé ça dans son roman pour en faire un livre rare de Kelvin Tower qui tombe du coup entre les mains du père Callahan. Mais du coup, ça doit être quand même un vrai livre rare. Oui, du coup, c'est un vrai livre rare. Ouais. Et c'est marrant parce que l'erreur le concerne lui, donc ça veut dire qu'il y a des univers où il y a des Phaser Cody et pas des Phaser Callahan, qui trouvent eux-mêmes un bouquin sur un certain Phaser Callahan. Mais eux, par contre, c'est OK parce qu'ils savent pas qui c'est. Jeans nous dit merci d'avoir fait référence à Dark City dans un précédent épisode, film que je n'ai toujours pas vu. Avec, je sais, j'ai des regards qui me jugent. Ah non, on juge pas, on est étonné. Non, on ne juge pas. Oui. Qui joue un peu. Je te juge. On nous dit « Aïe, la 19e Palabre, je vous écris dans mon camp et mon ou, qui n'est pas le même que vous lorsque vous le lirez. » C'est Corentin Grenier-Doum qui nous écrit. « Je viens de terminer l'épisode. J'écoute en même temps le livre audio que votre analyse. C'est mon 3e cycle. Point ref au Seigneur des Anneaux. Pour moi, lorsque Roland demande à Jack s'ils doivent contourner Lude, je fais le lien avec Gandalf qui demande au porteur de l'anneau de choisir entre la montagne ou la Moria. Voilà, merci pour votre travail, c'est chouette. » Ouais, c'est un peu tiré par... Oh, ça se tient un peu, mais c'est un peu tiré par les cheveux, quoi. Ouais, non. Je suis pas d'accord avec ça. Non, mais j'aime la référence parce que voilà, quoi, mais c'est pas le même contexte. C'est un trop assez classique, en réalité. Et en vrai, ce serait le cas, ça m'étonnerait même pas, quoi, tu vois, mais... Ouais. On a eu un long email de Jérémy, dont je passerai le début et les détails pour des raisons un peu de respect de la vie privée, quand bien même il a dit que c'était OK d'en parler, mais qu'on a accompagné, malgré nous, dans un moment difficile, et on le remercie pour ses gentils mots, parce que c'était vraiment un très beau mail. Il écrit également qu'il soutient la théorie des mondes que génère instantanément l'imagination, qui a été avancée par Seth. Tu as du soutien. Et j'espère bien, j'ai du soutien. Non, mais les gens adhèrent, en fait. C'est toujours bien à soulever. Bah, c'est très bien. C'est que je suis les gens. Non, c'est pas... Oui, les gens te suivent. C'est de faire un truc chelou. Ouais. Non, il y a une espèce de cohérence globale, on dirait. Ouais. Par contre, lui, il soutient la thèse que Callahan est un pistolero sacrifié. Ça, on n'est pas sûr de tous être d'accord. Et qu'en tant que fan de Blême... J'ai prévu d'envoyer un tweet à Stephen King, quand même. Stephen, je vais essayer, je vais tenter ma chance. Ouais, j'avoue, il faudrait tenter. Et je vais tenter ma chance. Et pistolero. Je me demande s'ils ne vont pas plus sur Blue Sky que sur Threads. Mais j'en verrai partout. Tu vois, en vrai, c'est aussi Robin First qui ferait poker, quoi. C'est vrai. Je pense que Robin First, elle pense que c'est un pistolet. Je pense qu'ils vont dire que c'est un pistolero. Oui, en vrai, je pense qu'ils vont le dire. Enfin, en vrai,
En vrai, pour mettre fin mettre fin au débat, c'est pas un débat, mais c'est juste que je suis plus d'accord sur l'expression de pistolero sacrifié, qui sous-entend que c'en est pas un, qu'il a été sacrifié dans l'idée de devenir un pistolero, ce que je suis assez en accord pour. Mais pour moi, elle vient juste un peu de la blague du début du tome 7 de Jack qui le regarde quand il dit est-ce que je serais un pistolero avec ça, et Jack qui le juge un peu en mode oh, je fais pareil pour cette question. C'est juste ça en vrai. De toute façon, c'est pas Jack le Dean, c'est pas lui qui doit répondre à cette question. Oui, c'est ça. Et vu qu'on a fait une espèce de running gag de ce truc, forcément, c'est dans tous les commentaires. Oui, et c'est marrant que je sais pas si les gens en sont sérieux, et je crois que sur ton Discord, il y a quand même des gens qui étaient assez sérieux sur cette réponse. Bien sûr. Et en vrai, je pense que à la base, pour moi, c'est pas trop un débat sérieux. Hein. Mais c'est marrant que tout le monde vienne de donner son avis, tu vois, chacun. Oui, bien sûr, mais je veux pas passer pour le connard qui dit que je troll le truc que je vraiment. Non, en fait, le côté pistolero sacrifié, c'est qu'il a pas eu le temps d'être pistolero. Non, mais. J'essaye de lui tendre une main pour le sortir de l'eau, il est dit, je vais me noyer. je préfère pas prendre un. Laisse-moi me noyer, j'ai pied, c'est bon. Et donc Jérémy, en tant que fan de Blaine, il nous demande si on a connaissance d'un récap de toutes les devinettes mentionnées ou écrites par n'importe quel personnage, et il faisait notamment référence au tome 4, du coup, la fin du tome 4. Non, le début du tome 4 et la fin du tome 3. Je suis pas sûre. En fait, je voulais chercher sur Reddit. Je me dis peut-être que sur Reddit, ça existe. Et j'ai oublié, il faudrait aller tenter. Ouais. Alors, en vrai, pour avoir cherché, parce qu'à un moment, je cherchais des énigmes pour mes collègues. Et pour les avoir cherchés sur le net, alors, en vrai, moi, quand je cherche sur Google, c'est environ 5 minutes et après, j'arrête. Ce qui est bien déjà. Si je trouve pas dans les premiers résultats, j'arrête de chercher. Je fouille pas Internet, mais je les ai pas trouvés, ni sur Reddit, ni en français, ni en anglais. Ok. Donc ça doit peut-être exister, mais je suis pas persuadé. Mais effectivement, si quelqu'un le fait, je serais très intéressé pour les utiliser. Je me le note parce que je voulais aller demander au subreddit Dark Tower s'ils connaissaient ça, et je l'ai pas fait. Donc du coup, je me le note, et puis je vous le dirai au prochain épisode, et je vous les passerai sur le Discord entre-temps, si jamais ça existe, ou s'il y en a qui se chauffent sur le Dark Tower à le faire. Ok. Et je voulais juste revenir rapidement sur le fait que, alors on a déjà parlé du tome 3 de Talisman et de Territoire qui allait être connecté à la Tour Sombre. J'ai plus les termes exacts parce que j'ai pas mon site sous les yeux, mais je peux le retrouver rapidement. Je crois que c'est nul à chier que tu cherches. Pardon, j'exagère. T'as la violence. Non, parce que ce dont je voulais parler, c'est King s'est un petit peu emballé sur les réseaux sociaux et il a parlé de ce dernier tome. On savait qu'il était connecté à la Tour Sombre, de tome ultime à la Tour Sombre. Et je ne sais pas si par tome ultime, il entend une conclusion à l'histoire incluant potentiellement des informations sur ce qu'il advient de Roland après sa dernière boucle, ou un tome ultime en mode... en fait, déjà un peu ce qu'il a fait dans la dernière mission de Gwendy, qui pour moi servait de tome ultime, de se dire, il y a toujours des combats, mais maintenant qu'on a enterré la boîte, qu'on l'a mise dans l'espace, la tour, elle est sauvée, elle risque plus rien. Et c'est ça, je suis, dans les débats qu'on a eus sur les Discord et les divers réseaux de Stephen King France, il y a un espèce de consensus autour du fait que, évidemment, qu'on va pas avoir une suite directe avec le même cathète, tout ça, mais peut-être une espèce de conclusion, au moins à Roland, d'une façon ou d'une autre, sachant qu'on sait aussi qu'on est tellement dans l'entre-deux-mondes, ou en tout cas dans l'univers de la Tour Sombre, qu'on retrouve un bafou-bafouilleux qui s'appelle Richard, et j'ai eu des commentaires qui disaient « Oh mon Dieu, le retour de OT ». Je fais « Non, on n'aura sans doute pas OT, mais on aura un Richard, un bafou-bafouilleux ». On aura Dick en anglais. Hardé, en français. Mais... en fait, tome ultime de la... En fait, il dit ça dans le sens Tour Sombre ou dans le sens trilogie de machin. Moi, j'entends plutôt tome ultime en mode c'est la dernière fois que j'écrirai sur la Tour Sombre, vu que derrière, il lui reste un bouquin à écrire d'après ce qu'il dit. Donc, il a dit, la traduction littérale, lisez D'autres mondes que ceci cet automne. Donc, D'autres mondes que ceci, c'est le nom du roman. Ce livre clôt la série Talisman et constitue le dernier tome de la Tour Sombre. Ah ouais. Il a vraiment dit dernier tome de la Tour Sombre. Donc moi ça me, en fait il a toujours dit qu'il faisait des références à la Tour Sombre. Là il nous parle de dernier tome, ça m'interroge un peu.
Donc je pense que quand on aura fini le cycle général, qu'on aura fait la clé des vents, machin, on s'attaquera probablement à ce qui peuvent constituer des suites. Et peut-être qu'on fera un épisode genre sur la trilogie Gwendy en faisant un focus sur le dernier Gwendy. Ça sera sans doute sans F, vu la tête qu'il fait. Non, le premier était incroyable, hein. Le premier était super. Et sur du coup le tome 3 de Talisman au territoire, mais j'imagine sans F aussi. Pour, Gwendy, le dernier tome, c'est King qui l'a écrit avec ? Oui. Il y a que le deuxième qu'il a pas coécrit avec Richard Kismar. Ah oui, c'est vrai, le deuxième, ça se sent qu'il est pas. Ouais, la plume. Ouais. Ça, je m'en souviens. Et le 3, ils sont dans l'espace et il y a un certain RF. En fait, elle a une mission à bord de la navette 19 qui lui dit d'aller emmener une boîte dans l'espace que confiée par RF parce que ça c'est dangereux pour une certaine tour avec des certains rayons. Tu vois, bon, d'accord. Donc, on a compris, merci. Vous avez jamais vu les clowns à Derry, hein. Oh les gars, oh. Disons que King est de moins en moins subtil. Plus il vieillit, moins il est subtil. Donc, ouais, mais on pourra en parler. Je suis pas sûr que ce soit pas lui, mais plutôt son co-auteur là-dessus, quoi. Ah oui, dans Gwendy, ouais, bien sûr. Voilà, c'est tout pour la partie commentaire. Grand Poil, est-ce que tu as un petit résumé du tome précédent, histoire de réatterrir sur je vous ai écrit ça. Cool. Donc, dans l'épisode précédent, Roland et son cathète suivent le sentier du rayon pendant plusieurs semaines après les événements du Palais de Cristal, et s'arrêtent dans un village isolé, Calabrin Sturgis. Ses habitants sont terrorisés par des créatures masquées appelées les loups, qui surgissent périodiquement pour enlever des enfants en bas âge, des jumeaux systématiquement, et les ramènent crânés, c'est-à-dire avec une déficience mentale, une croissance accélérée et une durée de vie très limitée. Les villageois supplient Roland d'organiser leur défense, dans un écho direct au grand classique des westerns, on pense notamment aux 7 mercenaires. En parallèle, le roman entremêle le destin du père Callahan, détenteur de la 13e Noire, dont le passé de fuite et de lutte contre les vampires sera raconté en détail. Le cathète, de son côté, va découvrir l'existence d'une porte qui leur permettra de voyager Vadash, mais aussi l'existence du roman Salem au grand désarroi de Callahan. Susanna se retrouve habitée par une personnalité dissociée ou une entité différente. On sait rapidement que c'est plutôt une entité différente. Mia, et est enceinte d'un petit gars qui ne sera probablement pas un enfant normal. Le roman culmine dans la bataille contre les loups, dont la véritable nature, des robots issus d'une technologie avancée et de nombreuses références de pop culture, et se conclut sur l'ouverture vers les enjeux de ce tome que nous allons parcourir, la fuite de Susanna après la bataille et la nécessité de sauver la rose. Nice. Très bien. Nice. Merci Grand Poil. De rien. Juste pour refaire un récap, un petit point sur le tome. Il n'y a plus grand-chose à dire maintenant sur le côté édition quand on commence un nouveau tome. On peut juste dire que ce tome-là, ce tome 6 de La Tour Sombre, est sorti en juin 2004 aux États-Unis, moins d'un an après Les Loups de la Cala, qui était sorti, lui, en novembre 2003, et que sa traduction est bonne, puisque c'est Song of Susanna en VO, donc c'est littéralement ça. Et il est sorti en mars 2005 en français, donc assez rapidement, on est, pareil, à moins d'un an après la version US. La traduction est signée, comme pour les autres, Marie de Prémonville. Cette fois-ci, on a des illustrations de Darrell Anderson. Et le livre est dédicacé à Tabi, qui a su quand c'était fini. Tabi, c'est Tabitha, c'est l'épouse de King depuis toujours, à mon avis, jusqu'à leur mort. Et notons quand même que parmi les citations de début, et c'est marrant parce que en fin de tome, je pense jamais à aller revoir les citations du début, mais là, dans les citations du début, il y en a une de Jack Chambers, comme si c'était une vraie personne en dehors de l'histoire qu'on lit. C'est marrant, c'est méta en fait, c'est vraiment le level 1 de la méta, mais c'est assez cool. Ensuite, on a une page avec marqué reproduction, et puis on a une page avec 19. Juste sur les citations, moi, la deuxième citation, chanson populaire de « Je suis une jeune fille au chagrin éternel, j'ai eu des ennuis toute ma vie, je suis condamnée à errer par le monde, je n'ai pas d'amis pour m'indiquer le chemin ». Moi, c'est une ref à Mia, de sa vie en général. Ah oui. Et appelons juste ce que Dieu décidera pour nous. À mon avis, c'est, pour moi, c'est comme c'est dans ce tome-là qu'on apprend que King est King. Oui. C'est lui qui est un peu le maître du truc. C'était un peu une ref à lui-même, quoi. Mais c'est un peu un ego trip, mais c'est comme ça que je le lisais. Ok. Voilà. Moi, je voulais juste rajouter un petit truc. Le fait que King ait écrit ça en un an, enfin, du coup, il y a eu une parution, une publication en moins d'un an,
pour moi, ça montre une espèce d'urgence. Je pense que c'est lui aussi à sortir l'histoire. Tu vois, une fois qu'il s'y est remis, je pense qu'il a vraiment eu son envie d'avancer à fond dedans et que ça s'est vraiment ressenti sur le rythme de publication. Parce que je pense que la plupart d'entre nous, on a fait partie de ceux qui ont attendu longtemps, très très longtemps, les nouveaux tomes. Et là, en avoir un à moins d'un an après le précédent, le bonheur. Alors, c'est ce qu'on expliquait au début du tome 5. En fait, entre le tome 4 et le tome 5, il a eu son accident qui a failli lui coûter la vie. Et quand il a eu son accident, il s'est dit, ok, en fait, je ne peux pas j'ai frôlé la mort, il y a des choses que je dois à tout prix faire avant d'être mort. Et terminer l'histoire de Roland et de son cathète, c'est une des choses que je dois faire. Donc, il a sorti Dreamcatcher et je sais plus quel autre roman, et en parallèle, il s'était attelé, et c'est toutes les questions qu'on se posait sur les premiers tomes, sur qu'est-ce qui a été corrigé ou pas, il s'est attelé à la réécriture des 4 premiers. Le premier, le Pistolero, qui a été le plus réécrit, et dans tous les épisodes qui parlaient du Pistolero, on avait fait le travail, Joseph, notamment de comparer les versions, parce qu'il a beaucoup changé. Le 2, 3, 4, c'était juste réharmoniser certains éléments, mais il me semble qu'il n'y avait pas tant de choses que ça qui bougeaient. Et de se dire, ok, maintenant je sais où je veux aller, j'ai mon plan, j'ai le truc en tête, je fais le rush final en enchaînant les 3. Et donc là, c'est le deuxième des 3 qu'il enchaîne, en effet. Le tome 7, qui est le plus gros tome de la saga, il sort pareil, il sort même pas un an après, quoi. Il les a vraiment rushés. Il y a vraiment tout en tête. Hein. La vitesse d'écriture. Ouais. Laisse tomber l'inspiration, quoi. Donc, premier couplet, tremblement de rayon, on a des images d'éclairs. Roland, Eddie et Jake, toujours couverts de sang, et Hot sont avec les manies. Callan est là aussi, présence fantomatique avec le livre Salem sur les genoux. Roland a des questions sur la persistance de la magie de la porte dans la grotte. Il veut qu'elle s'ouvre à nouveau, à des endroits et moments précis, et les manies pensent que c'est faisable. Se rappelant, il n'y a plus la boule. Hein. Ouais, les manies, c'est vraiment comment on pourrait appeler ça enfin, c'est vraiment l'excuse pour avoir à nouveau accès à la magie, quoi. Comment ça? Tout est terminé, la porte, ils sentent plus de magie, les manies, ils arrivent. Oui, on sait, on connaît, on savait déjà qu'ils avaient une histoire de voyageurs entre les mondes. Ouais. Et là, ils vont nous sortir des appareils chelous, un petit rituel bien sorti. Ils ont déjà été introduits dans le tome d'avant, et on apprenait effectivement qu'ils voyageaient déjà entre les mondes, eux, depuis longtemps, quoi. Ouais. Juste pour dire, on est vraiment en direct c'est la page d'après du roman d'avant, quoi. On est vraiment. Ça, c'est trop bien. On change la page, c'est assez intéressant. Il y a un résumé de 4 lignes, vraiment, à un moment, mais c'est tout, quoi. Oui, on nous redit pas pourquoi ils ont du sang, on nous représente rien ni personne. Ouais, c'est la suite directe. Ça, c'est cool. Ouais. Il y a un passage de Caven, par le Caven, K-A-V-E-N. Ouais. Et croyez-le ou non, c'est pas dans Concordance. Je n'ai pas trouvé ce terme-là. Ça doit jamais être réutilisé ailleurs que dans ce terme-là par les manies. En fait, ils expliquent que c'est la persistance de la magie, c'est ce qu'ils appellent la persistance de la magie, le Caven, mais je suis étonné que ce soit... Alors vraiment, si vous l'avez à Concordance tome 2, machin, je l'ai peut-être loupé, mais j'ai regardé à peu près dans toutes les sections plusieurs fois. Magie, machin, j'ai pas trouvé le terme. C'est sur le site officiel de King, C'est dedans? C'est du haut-parler. Et ça dit quoi? Persistance de la magie. The greater the magic, the longer it persists. Oui, plus la magie est grande et plus longtemps elle persiste. Je regarde... Dans la partie glossaire, langage de l'entre-deux-mondes. Ouais. Je l'ai pas, en fait. Non, mais c'est sur le site officiel de King, c'est que ça, et ça dit juste ça, persistance de la magie. Oui, mais la plupart des trucs dans le Concordance, c'est 2 lignes, toi, qui dit, oh, regardez, c'est ça. Tu vois, Kagan, c'est Gan en personne, voilà, les écrivains et artistes, machin. Mais là, Kamen, il n'y a pas. Kaven. Kamai, Kame, Kami, Kamen, Karm, Kashum, Kaskagan, Kef, et voilà. Ah ouais, ok. Kaven, il n'y a pas. Ok, étonnant. Je regarde dans Portail, lieu magie et tout. Je regarde en direct, sait-on jamais qu'on traite d'avoir fait mal mes devoirs. GHJK. Personne ne ferait ça. Kansas, Krakamen. Voilà. Un K. Et Krakamen, voir grotte de la porte. Grotte de la porte, il n'y a pas marqué. Ok. Étonnant. Il y en a un deuxième, je crois, plus tard. Ok.
Pour Eddie, c'est pressé. Peu importe s'il fait nuit, là où est Susanna, le temps passe plus vite. Il faut se dépêcher, mais impossible de convaincre les manies. Il faut de toute façon du temps pour rassembler les hommes, les aimants, les pendules. Susanna est un pistolero, il faut lui faire confiance pour s'en sortir, d'autant que c'est dans son monde à elle que Mia et elle se trouvent désormais. Là, du coup, il y a le petit passage de Père Callahan qui prend sa tasse de café. Tu vas t'aller le dire, peut-être? J'ai fini le point 1, là. Ah, t'as fini le point déjà? Ouais. Un truc qui fait 22 pages. On n'a pas perdu les bonnes habitudes. On a fait un mois de vacances, mais... Du coup, il y a le petit passage du Père Callahan qui est en train de boire sa tasse de café en regardant le bouquin de Salem entre les mains en se disant c'est pas vrai, j'existe vraiment. En fait, c'est trop drôle parce que les deux couplets, il est vraiment... il est pas là, perdu. Il est juste là avec son bouquin. Il est choqué, lui. Déconnecté de ce qui se passe. Ouais. Et c'est marrant que du coup on prenne le temps de, enfin c'est même pas c'est quelques lignes, mais à chaque fois de reprendre sur ça. Mais les chapitres, les passages, ils sont construits bizarrement, je trouve là, dans celui-là. Ah ouais. Ils sont vraiment courts. J'ai l'impression qu'ils vont droit au but tout le temps. Oui. Il y a un truc de, je sais pas comment expliquer. Et même leur construction éditoriale est différente. Normalement les passages s'enchaînaient sur la même page. Là on change de page comme si on changeait de sous-chapitre. Oui. Et il y a un truc que je pense que c'est la construction du couplet en fait qu'il essaie de faire là-dedans, éditorialement, qu'il y a un changement aussi là-dedans. C'est plus une chanson, donc il y a peut-être chaque passage c'est un vers dans la strophe. Je sais pas si on dit strophe et vers pour une chanson. Mais oui, ok, je sais ce que tu veux dire. Ouais. Je crois qu'il y a un truc comme ça. Mais effectivement, il y a 2-3 passages comme ça où on voit jusqu'à l'âne en train de bader de ouf, et je trouve ça assez intéressant. Et juste après, il y a Eddie, effectivement, qui tient pas en place, et Roland qui sentait qu'il était sur le point de perdre pied. Peut-être même de se mettre à hurler. Il posait la main sur l'épaule du jeune homme afin de le retenir, et Eddie retrouva son calme pour l'instant du moins. J'aime bien l'espèce d'équilibre qui s'est construit, du coup, difficilement avec Eddie et Roland, qu'il a atteint une forme de vrai équilibre, d'échange assez simple. Ils se connaissent, ils savent comment agir l'un avec l'autre. Ce qui n'était pas encore le cas trop dans le tome d'avant, qu'on va retrouver plus en avant quand ils vont partir tous les deux sur le nouveau... oui, carrément. À travers la porte. Pardon, du coup je reprends mes notes. Kraten du Sentier Rouge, bien avant la nuit noire, donc en fait c'est Enchik. Enchik secouait la tête lentement d'un air catégorique. Non, voilà une chose qu'il ne ferait pas. Écoutez, jeune homme, Cantab et moi pouvons être rentrés au Kraten du Sentier Rouge bien avant la nuit noire. Et Kraten, pareil, c'est pas dans les lieux de concordance. Je suis assez étonné, donc j'imagine que c'est le camp des manies, en tout cas. C'est peut-être Malu, j'ai cru que c'était le nom d'un mec. Au Kraten Au Kraten Peut-être qu'ils vont dans le mec, mais je suis pas sûr. Non, je pense que c'est le lieu. De là, nous convoquons nos semblables au Tempa, qui, chez nous, est l'équivalent d'un seul conseil pour les oublieux. Effectivement, voilà. Et Eddie qui pète un câble, j'ai kiffé, ce que j'ai besoin de le dire. Ouais, Eddie est parfait, comme d'hab. Roland ouvrit... J'ai pas dit qu'il était parfait, j'ai kiffé. J'aime beaucoup ce personnage. Roland ouvrit la bouche et Eddie mit en... c'est cool. Il posa sur Roland ses yeux noisettes, il était injecté de sang et noir d'épuisement. Demain, il sera peut-être trop tard à supposer que la magie n'est pas disparue. Roland ouvrit la bouche et Eddie le mit en garde en levant l'index. Ne me parle pas du cas, Roland. Si tu prononces encore une fois le mot cas, je te jure que ma tête va exploser. J'adore, il le menace du bout du doigt. Attention, hein. Moi, j'ai un doigt, Roland. Toi, je les ai tous, moi. Hein. J'ai mes 10 doigts encore, attention. Et encore une fois, Roland qui ne dit rien là pour respecter un peu la colère d'Eddie. Bien sûr. Dernier point du point 1. T'es pas obligé de lever le doigt pour oui, pardon. C'est pour te retenir d'enchaîner. Non, je parle. Sifé reconnu Enchik, mais ta femme a emporté un cristal magique, et quoi que tu penses, l'entre-deux-mondes et les terres frontalières se trouvent bien soulagés de s'en être débarrassés. Je vendrai mon âme pour la tenir entre mes mains en ce moment même, lâcha Eddie une voix claire. Ils eurent tous l'air choqués par cette affirmation, même Jack et Roland ressentit une forte envie d'ordonner à Eddie de retirer ce qu'il venait de dire et de se rétracter immédiatement. Des forces puissantes œuvraient contre leur quête de la tour, des forces obscures, et la 13e Nord était un cycle des plus évidents. Et je trouve ça fou, en fait, il atteint un tel niveau de damnation, qui pourrait vendre son âme au diable tout de suite. Là, si le roi Racroix-Moisi se présentait à lui, je pense qu'il ferait un deal avec pour dire ok, je récupère ma meuf. Ouais, puis il le dit, hein, que même la tour, enfin, s'il lui demande de choisir, là, à ce moment-là, la tour, il en a plus rien à foutre. Ouais, il revient un peu sur sa déclaration vers la fin, tu vois. Bon, j'ai dit ça, mais peut-être pas, en fait.
Mais oui, effectivement. C'est trop bien, en fait, ce passage de montrer à quel point il tient à sa femme. À la femme qu'il aime. Au sens là qu'il faut l'air. Voilà. Roland profite de la nuit pour partager de la tendresse avec Rosalita. C'est probablement leur dernière nuit ensemble et ils sont mélancoliques. Ils ont été heureux l'un avec l'autre, le temps que ça a duré. C'est chouette, c'est une belle conclusion. Ouais, il a pas fait juste, c'est sa... Comment il m'énerve, sa gueuse. Sa gueuse. C'est pas juste sa gueuse, c'est vraiment son amoureuse, quoi. Oui, c'était un amour de vacances, quoi. Vraiment, on sait que ça dure le temps que c'est... Il était en colo, voilà, on se fait puis on se tiendra peut-être au courant. On s'écrira. C'était un peu plus que ça. Il y a deux... Enfin... Okay. Un amour de vacances, c'est vraiment un amour éphémère, mais un vrai amour, tu vois. C'est pas juste quelqu'un que tu kennes. Tu partages quelque chose, tu vis quelque chose en sachant que ça dure un ou 2 mois. Oui, oui. Ouais. Il y a vraiment un truc profond, effectivement. Il fier l'amour, il jouir en même temps. Entre parenthèses, par un caprice de la physiologie que les idiots ont tendance à prendre pour un signe du destin. C'est trop beau. Et effectivement, il y a toutes leurs petites discussions de ah bah tiens, on était amoureux, on avait des sentiments, oui, ça m'arrive de temps en temps et tout machin. Pour toi, j'en ai un peu et machin. Je trouve ça mignon comme tout. Oui, vraiment mignon. cette petite conclusion. C'est honnête, c'est mature, c'est mignon. Oui, et là, on va enchaîner en fait les passages entre les formes d'adieu qu'ils vont avoir pour la Cala. Ouais. Chacun leur tour. Ouais. Là, t'as Roland avec Rosalie. Pardon. Roland avec sa meuf, avec la femme qu'il apprécie fortement, Qui le masse. qui le masse. Il soulage ses douleurs. Et après, on va enchaîner Qui sur sa cool. extrait sa douleur. Wow. Oui, on ferme plein de portes, on dit au revoir à la Cala. Eddie est mesquin, fruit du fait qu'il est surtout perdu et impuissant. Jack ne dort pas non plus, il pense à Susanna, mais à Benny aussi, alors Eddie le réconforte et ce geste lui réchauffe un peu le cœur à lui aussi. Jack pense que Susanna est toujours vivante, il l'aurait senti si elle était morte. Mais ils sont interrompus par un gros tremblement, qui est même ressenti dans une version de New York. Mais eux, ce n'est pas un tremblement de terre. À l'est, à tonnes foudre, se soulèvent des éclairs verts silencieux et des tirs d'artillerie en rafale. Pas un tremblement de terre, mais un tremblement de rayons. Un des rayons de la tour a lâché. Pas le leur, sinon ils auraient été pulvérisés, mais impossible de savoir lequel. Oui, moi, juste rajouter Hot, qui était trop mignon dans ce passage-là, quand il réconforte Jake, quand Eddie lui dit oublie tout ça, Jake il dit le cas, et t'as Hot qui fait tais-toi, cas. Ah. Oui. Il est de plus en plus présent, et en plus il est de plus en plus partie prenante. Ouais, puis il participe, il est pas juste en réaction. Souvent, on le voit en réaction où il répond, où il répète juste une phrase. Là, c'est lui qui a décidé de dire tais-toi, K. Il y avait aucun rapport avec. On se fiche c'était pas du tout bien. Moi, je me disais qu'il n'y avait pas de moyen de se rendre compte à quel point un tremblement de rayon, il n'y avait pas d'équivalence. Donc, on aurait trouvé chose intéressant. Et du coup, il y a pour moi une question de merde. Mais j'arrive pas à me dire, c'est un rayon ou c'est un diamètre qui a pété? Alors, c'est un rayon, tu sais, comme les rayons d'un vélo. Oui, du coup, c'est entre la tour et le bout de la tour ou c'est de bout en bout en traversant la tour? En fait, on nous dit qu'il ne reste que 2 rayons sur les 6. Oui, mais du coup, il y a 12 rayons et 6. Non, pour eux, le rayon, c'est la totale. Ça traverse la tour. Oui, ils considèrent le rayon. Mais dans un cercle, le rayon, c'est... Oui. Ah oui, normalement, c'est pas ça. Normalement, les 12 rayons, et t'as raison, en fait, ils disent qu'il en reste que 2 sur les 6. Mais en fait, Peut-être que King n'est pas doué en maths. Il a pas fait de géo depuis longtemps. On sait que il y a 2 gardiens au bout de chaque rayon dans l'idée. Et en effet. Oui, c'est pour ça que je parle de diamètre. Ça m'a pris vraiment un moment de... C'est pas un diamètre. c'est un rayon, c'est pas un rayon. C'est pas un rayon. Non, en effet, et ça veut dire que le risque il va arriver plus vite parce qu'il n'y a pas 12 choses à faire tomber, il n'y en a que 6. Alors peut-être que vu qu'elles sont plus longues, elles sont plus difficiles à faire tomber, mais c'est quand même que 6 choses à faire tomber. Et enfin là, plus que 2 en l'occurrence. Et pour Roland, c'est le début de la grande destruction. Ils doivent atteindre la tour au plus vite, mais ils ne peuvent pas sans Susanna ni sans le petit gars de Mia, c'est le cas qui le dicte. Mais si le tremblement avait éboulé la grotte de la porte, ils ne le sauront que demain, alors pour passer le temps de cette longue nuit, ils jouent aux cartes. Et Jack réalise qu'à partir de maintenant, tout le monde pensera à la même chose. Les 2 rayons qu'il reste, attendant qu'il lâche, combien de temps reste-t-il avant la fin? Que se passera-t-il pendant l'Armageddon? Est-ce qu'il y aura un après?
On sent quand même l'enseignement biblique derrière cet enfant. Oui. Moi, j'ai noté qu'ils se faisaient tous rincer par Rosalita. Ouais. Elle Oui, les c'est a vrai. plumés. Juste pour revenir sur Mathurin, parce qu'ils en parlent. Mais ils refont la Tortue comptine. s'appelle Mathurin, machin et tout. Pardon? Ils refont la comptine, ouais. Oui, ils refont la comptine, du coup, concordance, page 171, Mathurin Tortue. Effectivement, il y a toute la comptine. J'avais noté plusieurs trucs. Mais a priori, elle est différente de celle que Roland connaît. Je me souviens pas des autres strophes, là, justement, quand c'est Rosalita qui prend le ouais. relais, elle dit a priori des paroles différentes de celles qu'on connaît déjà. Repris le relais sur son dos. En fait, elle dit sur son dos la vérité va bien accompagner. Et voici l'amour et le devoir comme mariés. La mer et la terre, elle aime également. Et même moi, malheureux enfant. Et dans le concordance, c'est sur son dos se prêtent tous les serments. Il ne peut nous aider, mais jamais elle ne ment. Elle ne peut nous aider, mais jamais elle ne ment. Elle aime la terre, elle aime l'océan. Elle m'aime moi, qui ne suis qu'un enfant. Cependant, il faudrait regarder la. Il y a de Vidéo. subtiles différences entre les deux, mais ça, au final, le sens est relativement le même. Ouais. Et en fait, je lis pas tout le passage, je l'ai un peu long, mais ça parle du coup ça parle beaucoup de trucs, mais juste pour revenir, parce que ça on en reparlera, des Cantois, qui sont les vampires, et des Canta. Le Canta, c'est la petite tortue miniature en passe 85. Non, je reviens. Celle qu'elle va découvrir bien au cours du roman, là. Les Cantois, effectivement, sont les ignobles de bas étage, créatures de bas étage. Et les Canta, c'est les fidèles lecteurs reconnaîtront les Canta ou petits dieux tirés du roman de Stephen King, Désolation. Ah. Dans ce livre, les Canta sont d'horribles animaux hybrides taillés dans la pierre. Ah putain, mais c'est vrai, quand j'ai lu Désolation, j'avais pas fait la ref du tout, quoi. J'ai la phrase que tu disais, taillée dans la pierre, c'est tout? Taillé dans la pierre, l'un d'eux est un coyote à langue de serpent, un autre une araignée d'un cri piqueté avec une tête de coyote saillant juste au-dessus des mandibules. J'arrive. Dans les deux romans, les Canta s'avèrent hypnotisés, mais c'est là que s'arrêtent les similitudes entre les deux espèces de créatures de pierre. C'est pas tout à fait des taïnes non plus. Dans Désolation... Non, pas du tout. Parce que, en fait, c'est presque des taïnes, des sculptures de taïnes presque. Mais Oui. Dans Désolation, les Canta représentent des petits démons, mais celui que trouve Susanna Mio dans le champ Susanna sert le blanc. Il apparaît sous forme de gardien tortue. Susanna Mio, ok. Et oui, effectivement, dans Désolation, c'est ce qui fait chier un peu les gens et il essaie justement de les détruire pour pouvoir s'en libérer des espèces de malédictions que ça pose. Et en vrai, du coup, on pouvait effectivement se dire que s'il y a un existe qui sert la mauvaise magie, il doit avoir un existe qui sert la bonne magie. Hein. Ça paraît logique. Ouais. Ça me parle. Ok. Deuxième couplet, persistance de la magie, avec en illustration une rose en forme d'éclair. Le lendemain matin, Henchik a réuni 40 hommes pour ouvrir la porte et Callan tend des pièges à Jack pour tester son Shining. Pardon, fin du point 2. J'avais trouvé trop mignon. Fin du point 1. Non. Pas du couplet 1. Oui, fin du couplet 1, pardon. Oui, Point 2 du couplet 1. Il y a Jack qui dit... en jouant au Surveille-moi, il avait dit, fut tenté par le Shining, parce qu'il y a Rosalita qui gagne de main en main, et en fait, sans même aucune pression de Jack, expression que Jack fut capable de décrypter, du moins pas au début, il fut tenté d'essayer le Shining, vous m'avez compris, hein. Mais il avait décidé que, hormis pour les motifs de la plus haute importance, c'était mal d'en faire usage, s'en servir pour voir qui se cachait derrière le visage impassible de Rosa, revenait à l'espionner pendant qu'elle se déshabillait ou les espionnait en train de faire l'amour, elle et Roland. C'est quand même extrêmement précis. Je pense que le petit Jack... ils ont peut-être pas été très discrets. est tombé un moment sur une pensée ou deux. Peut-être. C'est mignon. Oui, s'il entend Susanna crier d'un autre monde, probablement il entend beaucoup de choses qu'il ne voudrait pas entendre. L'ancien père est toujours perdu par la prétendue fiction qui tient toujours avec lui, mais qui raconte sa vie. Et en effet, Jack sent bien que Susanna est vivante, mais surtout qu'elle est terrifiée. Il entend ses hurlements au loin, espérant qu'Eddie ne les entend pas. Ouais. Là, il y a un truc que j'avais pas compris.
Callan se demanda si cette foutue histoire dont tout le monde n'avait pas le Shining sauf lui. C'est pas une histoire, c'est ma vie. Le gars, il est en train de péter un câble en mode voilà. Et après, il dit ne traitez pas de cette manière, dit Jack. Ne piégez pas comme ça. Pas si nous sommes du même côté, mon père. D'accord. Et en fait, j'ai pas compris. En fait, j'ai pas compris pourquoi Jack à ce moment-là pète un câble sur piéger, se faire piéger, parce que Callan lui dit est-ce qu'elle est toujours vivante, il dit oui, mais elle est terrible, et il s'arrête là. Et après, il lui dit grosso modo n'essaie pas de me piéger comme ça. En fait. Bah parce qu'en fait, Callan essaye de le prendre au dépourvu pour le faire dire des choses que Jack a envie de garder pour lui. Tu vois. Ah, okay. Je pense que c'est ça en fait, surtout. Tu vois, de poser une question innocente et que Jack réponde de façon innocente sans même que c'est tellement naturel qu'il se rend même pas compte qu'il donne une info qu'il est pas censé donner, que ce soit que Susanna est terrifiée ou que ce soit qu'il est connecté à Susanna quoi. Je pense que c'est ça les pièges. Sur leur trajet jusqu'à la grotte, ils repassent par le champ de bataille et se rendent compte que les corps métalliques des loups ont été brûlés de crainte qu'ils ne reviennent à la vie. Ils aperçoivent même le fauteuil de Susanna, ramené ici pour lui rendre hommage. La vision du fauteuil vide et tout abîmé enrage Eddie et l'attriste aussi profondément. Jake revoit où Benny est mort, où le père Slackman a hurlé, un hurlement qui lui hantera toute sa courte vie. Bah, tome -1 avant le décès. T'es -1. Si Eddie pourra peut-être retrouver Susanna, Jack, lui, ne retrouvera jamais Benny. Je cite, « La mort est un cadeau éternel. » À l'approche de la grotte, les... Dis sauf pour Jack. Ouais, j'avoue. À l'approche de la grotte, les manis disent leurs prières et ainsi chargent leurs amulettes et leurs coffres de leur magie. Sur le sentier, Jack continue d'être hanté par les événements de la veille et il a peur. Je me dis, Jack, est-ce qu'il est sain d'esprit? J'allais dire, est-ce qu'il vaut pas mieux mourir à ce moment-là, quoi, tu vois, c'est... Le gamin, vraiment, je me dis, putain, tout ce qu'il a vécu, tué... Quel type d'adulte ça pourrait faire Un Roland? J'allais dire un Roland, en fait, hein. Probablement, il va se fermer aux autres, à ses émotions, parce qu'il a trop souffert. Après, je pense qu'il est beaucoup plus émotif que Roland. Après, c'est son jeune âge qui fait qu'il est émotif. Mais ouais. Le tremblement de terre a bien bougé des rochers et la grotte est toujours là, mais plus les voies qui l'occupent d'habitude. Sans sa boule, la porte a l'air stupide et dérisoire pour Eddie. Ce n'est qu'une porte, il n'y a à l'évidence plus de magie ici. Je trouve ça quand même bizarre, ils disent qu'il n'y a plus de magie, mais il y a quand même une porte suspendue au milieu de nulle part, même si elle marche plus. Donc il y a quand même, tu vois, il y a quand même une trace, il y a une présence de la magie, vu que la porte est toujours là. C'est pas une porte plaquée dans un mur. Moi, je vois la porte un peu comme une amulette, juste elle est pas chargée, tu vois. Après, en effet, peut-être que la porte, elle a pas été posée ici, elle est sans doute apparue, mais ça reste un objet dont la magie est partie. Ouais. Dans l'idée. Oui, c'est pas la porte en elle-même qui est magique. Ouais. C'est la boule qui active cette magie, en fait. Ouais. Du coup, comme là, la boule est plus là, en fait, elle active plus la magie qui va avec. Ok. Ouais, je pense. Mais en effet. Mais Henchik a un gros pendule et une leçon à donner à Eddie, qui est toute des manies. Tout de suite, oh là là, regardez les deux qui se marrent là, dès qu'on parle de gros pendule. Moi, je rigole parce que vous rigolez tous les deux. Hein. Tu l'as dit, tu souriais, tu te retenais de rire. Ça, j'ai pas rigolé. En plus, au moment où tu l'as dit, tu nous as regardé, tu savais ce que tu disais. Tu savais ce que tu disais. Parce que je suis en train de lire, je lis mon conducteur, je regarde pas. Non, moi, je rigolais aussi parce que Henchik, autant il est malin des fois, autant il est aussi insupportable. Tu sais, vraiment, c'est le vieux qui a la science infuse et qui est plus intelligent que tout le monde et qui te fait comprendre. Il est insup. Je rappelle Ben, hein, on n'aime pas les gens intelligents, hein, parce que c'est Blaine. Oui. On n'aime pas ceux qui savent tout, d'accord? Oui. Oui, et puis il a un côté vieux sage, je sais mieux que tout le monde, j'en ai vu... j'en ai vu plus que toi, tu vois, c'est... Face à un caractère comme Eddie, évidemment. Eddie, c'est l'éternel sous-estimé, hein, de toute façon, donc... Oui, en plus. Mais le pire, c'est qu'il a raison. Enfin, Henchik, il a raison d'être comme ça, il sait, en fait. Oui. Pourquoi il se cacherait de savoir et de dire aux gens ce qu'il sait, en fait, surtout quand on lui demande et on a besoin de lui, quoi. Et donc le pendule se met à se balancer, à bourdonner et même à faire voler Eddie qui tient les chaînes. Donc Eddie prend peur, il a compris la leçon. J'ai beaucoup raccourci. Hein. Oui, il n'y avait pas grand-chose à dire de plus. C'est une démonstration de force, quoi.
7 manies munies de pendules occupent la grotte et font leur magie, malgré le comportement bizarre de la grotte qui ne réagit pas de la même façon à leur pendule qu'à la magie de la boule noire. Mais c'est pas grave, ce qui les intéresse, c'est la porte. Roland demande à Henchik de se presser, un rayon est tombé, pas de temps à perdre. Pour le vieux mani, pas de souci, il y a encore de la magie, ils peuvent provoquer une étincelle, avec un peu de chance, elle ne les tuera pas. Pragmatique, genre vraiment, il y a encore un peu de gaz, à tout moment ça pète, mais à tout moment on maîtrise le truc, quoi. Tout le monde se met en place. Pour la manœuvre, Jack leur sera utile avec son Shining, il sera positionné juste en face de la porte. Roland veut ouvrir la porte 2 fois, la première pour Susanna, la deuxième pour Calvin Tower. Mais l'enfant devant. Ouais, c'est ça, vraiment. C'est ok. Tout sur ses épaules. Juste après avoir dit, non mais ça peut nous tuer tous, mais l'enfant devant. L'éternel sacrifié, quoi, vraiment. La chair à canon. On sait qu'il peut revenir, c'est ok. Combien de fois t'es mort? 2 fois? Ok, mais non, va devant. Ah, ça va, il te reste 6 vies. Très bien. À la première ouverture de la porte, sur là où se trouve Susanna, Roland et Eddie se précipiteront. Et à la deuxième, ce sera Jack et Callahan. Hot, lui, devra rester à la cala avec les manies, ce qui fend le cœur du jeune garçon, ainsi que le nôtre et celui du bafou-bafouilleux qui pleure le départ de son maître, sous le regard surpris et larmoyant, lui aussi, de Roland. Décision que je comprends à peine, en plus, de pas emmener le bafou-bafouilleux avec eux. Ouais. Leur excuse du il appartient ici, il ne veut pas aller là-bas. Franchement... Ouais, c'est chelou, et en vrai, ça a attiré l'attention, il y a un truc de... Ouais, je sais pas trop. En fait, il brise le cathète. Il y a pas de doute sur le fait qu'il fait partie du cathète. Donc, je pense que tu trouves une solution. Ouais, il n'y avait pas de doute qu'il allait suivre. Hein. Oui, non, clairement. C'est sur leur intention. C'est pour augmenter l'intensité un peu émotionnelle des scènes suivantes. Mais voilà, c'est quand même... Je trouve un poil forcé sur ce coup-là. Ouais. Bah, ça montre aussi l'attachement fort entre Jack et OT. Oui, et ben j'allais venir sur OT parce que j'ai oublié de préciser en début d'épisode que le narrateur du livre audio a changé, vu que Jack Franz, qui était le narrateur jusque-là, est décédé entre les deux. Et qu'elle fut pas, non, surprise que de constater que Hot s'appelle toujours OT en livre audio français et que Roland c'est toujours Roland et pas juste Roland en fait. Les gars, ils ont gardé une cohérence entre dans les audiobooks, quoi. Il doit avoir une Bible et maintenant ça écrit OT dedans et c'est foutu, hein. Ouais, j'imagine écrit en phonétique. Dans la VO aussi, ça a changé du coup le gars et je trouve que sa voix elle est moins bien que celle-là. Ouais, on en avait parlé parce que il a eu un accident de moto. Il est mort après, mais il avait eu un accident de moto. Le livre, à la fin du tome précédent, il y avait eu un appel au don pour le narrateur. Ouais. Il fait pas bon être narrateur de La Tour Sombre. Non, clairement. Franchement, la malédiction... Vous savez qu'on meurt tous avant. Il n'y a pas trop de surprise sur cet aspect. Oui, mais si on n'est pas là pour voir des coïncidences partout, pourquoi on fait ce podcast? L'un dans l'autre, si on lit La Tour Sombre toute notre vie, à un moment, il y aura une malédiction avec, quoi. C'est vrai. Une fois Jack vexé et Hot convaincu de rester, Henchik récite sa prière auprès de Roland. Les 7 manies sont unies en demi-cercle derrière et sur les côtés de la porte, main dans les mains avec des aimants, Roland et Eddie à chaque bout. Jake, face à la porte, se concentre de toutes ses forces, pense à toutes les portes qu'il a connues dans sa vie et dirige ses pensées vers la porte de la grotte pour la faire s'ouvrir. Et là, si c'est pas la démonstration de la théorie sur la magie clairement. qu'a exposé Zephyria il y a déjà très longtemps. Vraiment, là, c'est noir sur blanc, quoi. Merci. Et non sans difficulté, et en ayant vu ou ouvert des milliers de portes, Jack se sent piégé par le hameçon. Et je sais plus ce que c'est exactement. Et il est sauvé par Hot, qui bondit vers lui alors que la porte s'ouvre. En fait, il se fait entraîner dans un espèce de trop-plein de choses qu'il voit, c'est ça? Oui, voilà, vortex, ouais, c'est le mot que je cherchais. Ok. Et heureusement que Hot est là, et Jack vole avec Callahan. Ouais. Horreur! Jack et Callahan sont arrachés au cercle et sont précipités vers la porte qui mène vers Susanna, accompagnés d'Hot qui hurle et file telle une flèche dans les airs. Eddie reconnaît New York par la porte. Jack, Callahan et Hot la passent, la porte se claque, puis se rouvre sur une forêt. Eddie n'a pas le temps de penser ni d'être en colère qu'il passe à un autre monde, puis entend des coups de feu. Fin du 2e couplet.
J'ai essayé de... Je me suis dit qu'il y avait peut-être un truc dans les... parce qu'en fin de couplet, à chaque fois, il y a la chanson, les solistes, les chœurs, la machin, mais c'est encore la Komala pour l'indon. Ok. Komala, ça alors, le vent t'enverra dans le décor, il faudra aller là où le vent t'enverra. Rien d'autre à faire que ça, donc ça reprend un peu ce qui vient de se passer. Ouais. Troisième couplet, Trudy et Mia, et on a le dessin d'une tour de ville, genre en l'occurrence une tour de New York. Clairement, une tour de New York. Changement de point de vue, nous voici avec une certaine Trudy Damascus, experte comptable, qui ne croit ni aux ovnis, ni aux dieux, ni aux fantômes, jusqu'au 1er juillet 1999 à 13h19, quand, en pleine rue de New York, une femme apparaît de nulle part sous ses yeux et elle voit, le temps d'une fraction de seconde, une grotte à travers elle. Je trouve ton nom de famille très classe. Je te Damascus. Damascus. C'est pas la méchante dans Resident Evil 8 ? Bah, je saurais pas te dire là comme ça. Ah merde, je peux regarder. Je sais pas, Lady Damascus, la vampire. Ah non, Démétriou, c'est un prénom slave, Démétriou, quelque chose comme ça. Non, Damascus, c'est une municipalité américaine située dans le comté de Washington en Virginie. Ah, c'est Dimitriscu, pardon. Okay. Pas si loin. Okay. Elle voit aussi les jambes de la femme pousser littéralement. Le jean de la femme haute d'1,20 m se remplit et elle se relève. La femme, qui est noire mais a des pieds blancs. Alors je dis juste des pieds blancs parce qu'en fait le reste des jambes est caché par le jean. Donc on sait pas encore qu'elle a les jambes blanches. Oui, c'est vrai. Mais elle a les pieds blancs. En tout cas, là, vu qu'on est du point de vue de Trudy, elle voit juste qu'elle a les pieds blancs. Elle a un sac estampillé entre deux quilles. Elle parle à Trudy avec des voix différentes et des expressions différentes, le kit complet du trouble de la personnalité multiple. Susanna / Mia prend le sac d'affaires de Trudy. Et cette femme n'est pas arrivée, Susanna / Mia n'est pas apparue nulle part. Elle est apparue en face du Hammarskjöld Plaza, qui est un immeuble dont on a déjà parlé dans les premiers épisodes, parce que c'est un immeuble à New York qu'on appelle la Tour Noire. On était allé voir, on nous avait envoyé un commentaire pour nous en parler. Vrai. C'est un immeuble qui existe vraiment, et il y a vraiment un parc devant et tout. C'est vraiment. J'avais oublié ce détail. C'est vrai. Il y a tout pareil, ouais. À son bureau, Trudy se change et appelle la police pour signaler une agression. Elle raconte tout à l'agent Antassi qui vient la voir, même le plat entaillé et aiguisé que la femme tenait. Moi, je serais Trudy, j'aurais pris ma journée. Hein. Je serais pas allé au boulot. Hein. Chapeau. En fait, elle sait pas quoi faire, quoi. Ouais. Oula, je vais pas bien. Oula, je fais un burn-out. Là, il y a quelque chose là. En fait, je pense que t'es tellement en mode automatique que juste tu poursuis ton chemin et après tu réalises d'avoir un truc un peu comme ça. C'est chaud. Et évidemment, police étant ce qu'elle est, surtout face aux femmes dans ces années-là, on ne la croit pas, ou en tout cas, on la pense un peu folle. Donc, Trudy retourne là où la femme lui a pris son sac. Et des bribes lui reviennent. Un nom notamment, Susanna Dean. Une femme qui se croyait enceinte et en plein travail, alors qu'elle n'avait pas l'air enceinte du tout. Trudy croise un homme qui a longtemps traîné là parce que le coin guérissait son acné, dit-il. Elle lui raconte tout, mais il n'a rien vu. Lui, à l'époque où il traînait beaucoup ici, il n'y avait qu'un terrain vague derrière une palissade. Ouais. Tiens. Et en cet endroit, Trudy continue de ressentir un picotement et un fourmillement. Elle ressent même un bourdonnement venant de la tour, qui s'intensifie si elle se concentre dessus. Trop bien. Beaucoup de détails, hein, avec après la fontaine avec une tortue à l'intérieur. Ah bah on y arrive. Oui, en fait, il charge le truc sur ce lieu est important parce qu'il va devenir de plus en plus important, mais surtout l'art de King là-dedans d'investir un personnage de tout ce qu'on est en train de voir, tout ce qu'on est en train de vivre à travers les yeux d'un personnage qu'on verra jamais, c'est trop bien. Et surtout, elle lui est arrivée à lui donner vie en quelques passages, quoi. Ouais. C'est stylé. Ouais, ça marche bien. À côté, il y a un parc avec une fontaine avec une statue de tortue. Trudy va s'asseoir sur un banc près de la fontaine pour respirer. À côté d'elle, une poubelle a un graffiti rose qui indique « Vois la tortue comme elle est ronde ». On le sait, c'est le début de la comptine sur la tortue, le gardien. Ouais. Et dans la poubelle, il y a son New York Times, celui dans son sac volé avec les mots fléchés, à moitié remplis, ceux qu'elle a elle-même remplis. Nous, on comprend que Susanna était ici, elle a gardé le sac pour ranger ses plats, mis les chaussures et elle est repartie. Trudy sent que quelque chose cloche quelque part, que ça penche, entre guillemets, de plus en plus, vers le point de non-retour, sans oser dire de quoi il s'agit exactement. En fait, je vois bien King qui se pose la question de
comment j'introduis Mia Susanna dans un monde qui est normal, entre guillemets, où elle va arriver, elle aura ses jambes, elle a besoin de chaussures, qui aurait des chaussures pour elle, elle va les... Et tu sais, il y a tout un truc de, bon, je vais créer ce passage pour faciliter 2-3 trucs, quoi, et la présenter. Je trouve ça assez intelligent, en vrai, en termes de narrativement. Surtout qui est bien fait sur vraiment quelques pages, on est sur... un passage qui fait à peine 10 pages, je crois. Oui, 71, 83, c'est très rapide. 10 pages, 13 pages, tu vois, c'est très bien fait. Oui, c'est très bien fait, bien sûr. Et le fin de passage, du coup, soliste, comme elle a la clé, peux-tu me dire ce que tu vois des fantômes ou seulement ce miroir devant toi qui te fait fuir? Dis-le-moi. Du coup, ça résume un peu ce que voit Trudy sur ce passage, les fantômes. 4e couplet, le Dogan de Susanna. Et au début, on a une image de micro, mais un vieux micro comme avaient les crooners. Et je comprenais pas ce que ça venait foutre là. Et on comprend après, en fait. Susanna a les mêmes trous de mémoire que quand elle était d'État et Odetta à cause de Mia, qui la supplie de l'aider, ce que fait Susanna en retardant l'accouchement autant qu'elle peut. Et comment elle fait ça? En appuyant sur les bons interrupteurs dans le Dogan, qui va surchauffer si elle continue parce qu'il n'est pas prévu pour ça. Par contre, j'avais juste un passage très stylé au début où elle disait non, c'est pas vrai, pas équitable. Alors, bon. Elle se rappelait donc là, il y a Susanna qui se rappelle un peu de ce qui s'est passé parce qu'elle a un espèce de fog dans la tête. Elle se rappelait le combat entre les loups. Mia qui attendait patiemment que ça se termine. Et en fait, il y avait un truc de pas équitable. Mia avait fait bien plus qu'attendre patiemment que ça se termine. Elle avait encouragé Susanna et les autres. Unissant son cœur de guerrière au leur. Donc t'as vraiment Mia qui est en train de se battre tout ce qu'elle peut, enfin donner tout ce qu'elle peut aussi pour encourager les gens qui se battent dans la vraie vie. Je trouve ça assez stylé pour juste soulever et rappeler que Mia est un personnage qui souffre énormément et qui est un beau personnage malgré ce qu'elle est en train de faire subir et ce qu'elle va faire subir à Susanna. C'est un des plus beaux personnages de la tour, je trouve. Ouais, je me souviens, tu l'as évoqué très très tôt dans le podcast. Tome 1. Ouais, et moi j'ai peu de souvenirs d'elle en fait. Donc je sais qu'on s'est répété son histoire et tout, mais là on va vraiment être avec elle et on sent déjà juste sa détresse. Elle a peur. Elle est même pas méchante en fait. On voit que on l'expliquera plus tard sur pourquoi Susanna a plus son alliance, en tout cas la bague qu'Eddie lui a donnée. C'est la peur qu'elle a qu'on lui fasse du mal, qu'on fasse du mal à son enfant. C'est naturel en fait. Oui, elle est toute la représentation presque sémantique de ce que c'est d'être une mère en fait, de vouloir être une mère, de vouloir être une mère, pas d'être une mère, vraiment de vouloir être une mère et d'avoir un enfant. Et ça a tout ce côté positif et négatif en fait du truc quoi. Mais du coup, oui effectivement, c'est dans ce tome-là, on va vraiment apprendre qui est Mia et d'où elle vient et comment elle a souffert et ça brise le cœur. Et spoiler, elle a pris cher tout du long, elle se fait avoir tout du long quoi. C'est l'enfer. C'est clair. Susanna se remémore tout son parcours jusqu'à la grotte. Les galères de fauteuil, la panique de Mia, son aide aussi pour monter le sentier, et pourquoi elle a dû se débarrasser de l'anneau d'Eddie. Il porte l'odeur de l'amour. Ça déplaira aux ignobles de New York. Il leur vaudra la mort. Alors elle la retire, la bague, l'embrasse et la laisse où Eddie la trouvera. Ouais, avec cette petite phrase, elle est tellement triste, putain. Peu importe, on n'a pas le temps, mais s'il décide de te suivre et tu penses qu'il va ici, je le sais, il ne faut pas qu'ils aient son odeur. Je vais la laisser ici et il le trouvera. Plus tard, si telle est la volonté du cas, peut-être le porteras-tu à nouveau. Et on apprend que quand elle n'est pas au devant de la scène, elle est dans le Dogan, littéralement une salle de contrôle, très, très semblable à celle que Jack a vue à la Cala. Et du coup, d'où le nom qui est le même, et d'où en fait, c'est vraiment une sorte de palais mental qu'elle a créé où elle peut prendre le contrôle des choses. Et on a un peu ce concept-là dans Dr. Sleep, mais plus sur le tri de la mémoire et des émotions. Et je sais que c'est des choses qui existent aussi en thérapie, de réussir à se représenter les choses et de les mettre dans des cases et on les ressort pas. Ouais, le palais mental, ça. Juste, moi j'ai une petite question. Est-ce que Susanna, elle a eu autre chose que les descriptions de Jake du Dogan? Pour moi, elle y est pas allée. Hein. Non, elle a eu que les descriptions. Ouais. Ce qui suffit largement, parce que Jake t'a partageant le café le Shining. Le Shining. On dirait un thé. Le thé de l'entrelon, le Shining. Le Shining tattoo, mais...
C'est le tatou de l'entre-deux-mondes. Je pense qu'elle peut se visualiser clairement ce qu'il a vu ou fait dans le Dogan. Ouais. Oui, en tout cas, ça nous dit que elle s'est fait son propre Dogan d'après ce que Jack a décrit et qu'il est allé dans les détails. Mais peut-être qu'en effet, il a projeté l'image. C'est possible. Oui, bien sûr. Mais j'adore cette idée de. En fait, j'ai du mal à imaginer la force mentale qu'il faut pour mettre essayer d'avoir le contrôle sur ta douleur, tes sentiments, ta peur, enfin tout ce qu'elle va contrôler au fur et à mesure et l'ignorer au point de. En fait, déjà quand, tu vois, comment expliquer ça ? Quand tu te fais mal, prendre conscience que t'as mal, dans le sens l'analyser ta douleur et essayer de la conscientiser pour réagir correctement et pas juste hurler en disant j'ai mal, ce qui est pas si simple dans l'idée sur le degré de douleur. Je trouve ça dur, mais là elle est en train de contrôler littéralement le fait qu'elle va accoucher. Autant qu'on pourrait se dire qu'elle est habituée à être au second plan, mais quand elle était d'état au d'état, quand il y en a une qui était au second plan, en fait elle avait plus conscience de rien, elle était juste shut down. Et donc elle n'est pas habituée, elle gère le fait de passer premier plan, second plan, tout ça, elle comprend ça, mais elle a gagné un peu d'XP sur la manipulation mentale, on va dire. Oui, c'est ça, ouais, carrément. 4 personnalités avec Mia, c'est cool, c'est ok. Oh la vache, laisse tomber. Ah, je croyais que tu levais la main, pardon. Non, pardon, je regardais mes notes, mais c'est tout ce que j'ai dit. Ok. Arrivée au parc, sur le banc, Susanna prend la sculpture de la tortue comme un signe que Roland viendra la chercher. Puis en regardant le journal, elle se rend compte qu'elle est 35 ans après son époque à elle. Désolé, en fait j'avais un autre point. Ah, tu vois, je le savais. Je suis désolé. En fait, je me disais à quel point, toi dans la théorie de création des mondes dans le narratif et dans ce que tu imagines, machin, à quel point quand elle crée un Dogan, elle crée pas un nouveau monde qui est lui-même relié à la tour. L'inception du truc, tu vois. Ouais, tu vas beaucoup, tu vas loin. Ouais, on peut couper le montage. Pour moi, le Dogan, c'est son propre monde, tu vois. C'est comme... Du coup, elle crée un monde. Oui. Mais est-ce qu'un Dogan... Enfin, pour moi, c'est une... En fait, c'est dans son monde, donc c'est un nouvel élément de son monde qu'elle crée. Pas un nouveau monde. Ah oui, ok, d'accord. Tu vois, c'est ça que je vois. Je le vois. T'es à quel passage, là, Amy ? Point 1. Ok, toujours point 1. Ah, je suis point 2, là, désolé. Je suis point 2. Oh là là, ils ont tellement peur que j'avance trop vite que maintenant ils font avant moi. Non, j'avais un doute. J'ai eu peur d'avoir une absence. J'ai eu peur d'avoir une absence. Je suis perdu. On est à la fin du bouquin, voilà. On a fini le tome. C'était où? Ah, si, c'était bonne. Et sur ce banc, Susanna demande à Mia de ne pas bouger. Elle doit aller à son Dogan à elle. Fin du point 1, messieurs. Début du point 2. Yes. Le Dogan ressemble à ce que Jack a décrit du Dogan qu'il a vu à la Cala. C'est une redite, c'est pour ça aussi. Il y a des écrans vidéo et des plans fixes, des photos des membres du quartet. Sur des cadrans gradués, elle voit la température émotionnelle, la force de travail. Si le petit gars est réveillé ou endormi, un des écrans diffuse les images du fœtus in utero qui a les yeux bleus de Roland. Ça a avancé la technologie. Sur le cadran de la température émotionnelle, elle descend de 212 à 72 et se sent tout de suite mieux. Puis endort le petit gars avec l'interrupteur. Enfin, elle tente de descendre la force de travail, ce qui provoque douleur et message d'alerte, lumière rouge clignotante et le sol qui tremble. Dans le Dogan désormais fissuré et en alerte, Sus se dit que Jack a le Shining et dit créer des talismans et elle voit. Si elle voit assez fort, les choses deviennent réelles. C'est pas podcast compatible, mais Zef hoche la tête puisqu'on est littéralement encore sur cette théorie. Oui, complètement. Susanna visualise un micro, alors il apparaît. Elle parle à Eddie pour le rassurer. Elle va bien. Elle va aider Mia à accoucher. Il n'y a rien d'autre à faire et elle l'aime. Mais il est temps de retourner auprès de Mia. Mia va se lever et garder le contrôle. Mais comment pourrait-elle se débrouiller dans cet endroit qu'elle ne connaît pas ? Elle veut trouver un téléphone, mais ne sait même pas le prononcer, encore en reconnaître un. Deta prend les devants et menace Mia. Il va falloir qu'elle parle. Elles doivent palabrer. Fin. C'est vrai, c'est là où ça devient super intéressant avec Mia et Susanna, justement. Le prochain. Ouais, mais putain, tellement rapide, en fait.
Ouais, de ouf. On a lu 20% du livre et on est à 1 heure d'épisode. C'est fou. Non, bah, ils prennent les choses en main, ils installent la suite, faut que ça avance, quoi. Ouais. Mais moi, j'ai adoré. Je trouve justement que ça roulait tout seul. Et j'aime bien ce format parce que c'est très... ça respire. Déjà, je trouve que mon édition papier, elle est moins dense. Il y a un peu plus de marge. C'est écrit un peu moins minuscule et tout que le précédent où tu te dis, il s'est passé un quart d'heure, t'as lu 3 pages, tu comprends pas ce qui s'est passé. Et surtout en résumant, en plus, je lis pas très vite. Alors vraiment, je m'en sors pas. Et là, ça a coulé tout seul. J'ai trouvé, c'était vraiment trop agréable. Je regarde juste un point sur la température mentale. C'est point 3. Oui, c'est couplet 4.2. Point 2. Température émotionnelle. There on the left, l'emotional temp. The marking on it ran from 32 to 212, c'est ça? Nous, on descend de 212 à 72. It's currently set à 160. C'est Fahrenheit. Ils ont fait une conversion en français, tu crois? Je pense qu'ils ont même pas... Alors, en fait, c'est bizarre parce que du coup, là, c'est de 32 à 212 et en français, c'est de combien à combien? 212 à 72. En fait, elle descend, c'est à 212 et elle le descend à 72. Alors, les graduations allaient de 32 à 212. Ah, Ouais. c'est ça en français. Il était en D'accord. position 160. Ah oui, non, ils ont rien traduit du coup. Ah, 160, ok. Ah ouais, en fait, c'est... Et les... Donc, Et elle c'est vers la descend fin, de c'est vers la 160 suite à où elle 72. le descend à 72 après l'avoir déjà descendu. Ouais, Ouais. d'accord, ok. 4, 3, ok. Oui, donc ils ont rien traduit en fait. Du coup... Ils ont pas converti de Fahrenheit à Celsius, c'est ça que tu veux dire? Tu penses que ça se convertissait? Sur de la je température me posais la émotionnelle. question s'ils avaient gardé la graduation classique du truc, mais en Fahrenheit, c'est pas non plus très ok. Ben non. Ouais, on sait Ça a pas pas de trop sens. quelle unité de mesure c'est. Ouais, il Donc, n'y a pas de truc. C'est ouais. Fahrenheit, c'est jusqu'à 100 et quelques. Pour que, ouais, d'accord, ils sont tombés. Ok, j'ai rien dit. Très bien. Si tout va bien, on se retrouve en juillet. Si on arrive à enregistrer et à monter pour l'épisode prochain. Faut que je réussisse à garder un coin d'appartement avec un micro, c'est surtout ça. Parce que j'ai un déménagement qui se profile. Donc on fera, quoi qu'il arrive, dans le prochain épisode, on verra quand il arrive, et après on aura un rythme un peu plus normal. Les couplets 5 à 7. Fidèles auditeurs et auditrices, retrouvez-nous sur les réseaux et venez en parler avec nous sur Discord. Tous les liens sont, comme d'habitude, en description de cet épisode ou directement accessibles depuis stephenkingfrance.fr. Messieurs, merci pour ce voyage avec vous. Merci aussi. Merci à vous. Et je vous souhaite que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes. Et le double du compte. Et le double pour du vous. compte pour vous. Il y a un commun accord. Attendez, je laisse. Il y a les pompiers. Vous les avez pas sur Discord. Non.